Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite actualité que j'ai trouvée sur National Geographic. Alors avant, il faut que je vous dise que je voue un amour, que dis-je, un culte à National Geographic. Alors, si vous avez envie de le descendre, c'est maintenant. Si vous avez des doses sur ce truc, c'est le moment. Parce que j'ai découvert National Geographic à l'époque où, vous savez, on avait les bouquets CanalSat. Moi, j'étais ado, jeune ado. Et dans le bouquet CanalSat, il y avait National Geographic. Et j'ai des parents qui ont toujours regardé beaucoup de reportages. Vraiment, j'adore les reportages et j'adore d'autant plus ceux qui sont faits sur National Geographic Channel. À l'époque, en tout cas, ça s'appelait comme ça. Je ne lis pas le magazine. Très honnêtement, je ne lis pas le magazine, mais aujourd'hui, avec toutes les apps que l'on peut avoir pour avoir des sources d'audiovisuel chez soi, j'ai entre autres la chance d'avoir récupéré National Geographic et je passe mon temps en fond sonore avec National Geographic ou alors on se pose vraiment avec les enfants pour regarder des reportages qui les intéressent eux. J'adore. Donc voilà, c'est vraiment une source d'infos que j'apprécie particulièrement. Et alors, quand j'ai découvert que National Geographic avait fait un sujet sur le don de lait, à régalade, je me suis dit, il faut qu'on en discute, il faut qu'on le lise ensemble, il faut qu'on regarde de quoi ça cause. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vais éternuer. Attention, c'est fort probable. Est-ce que j'éternue maintenant ou tout à l'heure? Si je me gratte le nez, vous pensez que ça passe? Peut-être. On va tenter un truc. Voilà. Avant d'aller plus loin et de découvrir cet article ensemble, je vous propose de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'enclencher la petite cloche pour être prévenu des prochaines actualités et ne plus rien manquer. Et puis bien sûr, je vous rappelle que si vous n'avez pas le temps de vous poser pour regarder ma petite tête de charpet fripée du matin, ne vous inquiétez pas, de toute façon je vais lire ce qu'il y a à l'écran. Découvrons ensemble cet article de National Geographic sur le don de lait, les lactariums. Alors, National Geographic nous dit: les lactariums sont-ils la solution pour éviter de nouvelles pénuries de lait en poudre? Alors, vous pouvez voir d'ailleurs en haut que National Geographic, ils font des choses dans plein de domaines différents. Sciences, histoire, animaux, environnement, voyage et nature. Et il y en a même encore d'autres. Même mon fils est tombé amoureux d'une série de documentaires menés par un chercheur vraiment génial. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes, il y en a pour toutes les thématiques et c'est ultra intéressant. Revenons donc à ce sujet-là. Les lactariums sont-ils la solution pour éviter de nouvelles pénuries de lait? Savez-vous ce qu'est un lactarium? Voilà. Eh bien, un lactarium, c'est un centre qui va souvent lier, c'est souvent un service que l'on va trouver dans les hôpitaux ou dans les maternités, où on peut collecter le lait qui est fait en don par d'autres mamans. Alors, sachez qu'il est fait en don, sachez que dans certains pays, les mamans sont rémunérées, les parents sont rémunérés. Voilà. Sachez que en France, nous ne sommes pas rémunérés, nous pouvons faire des dons et c'est donné en priorité aux prématurés. Je ne sais plus de quel pays il s'agit. Je dirais de mémoire l'Allemagne, mais je pourrais me tromper. Il existe un pays où les parents sont rémunérés pour le lait qu'ils donnent et où tout parent souhaitant donner du lait humain à son bébé peut venir acheter son lait humain. Il n'est pas exclusivement réservé aux seuls prématurés. Il y a une partie qui est gardée pour les prématurés et l'autre partie qui est vendue pour des parents qui voudraient donner du lait humain à leur bébé, mais qui n'auraient potentiellement pas la possibilité de l'exprimer pour X ou Y raison, ou qui ne pourraient pas allaiter pour X ou Y raison. Le Brésil, maintenant que nous avons fait ce petit point sur ce que sont les lactariums, revenons à notre article. Le Brésil est doté du plus important programme de dons de lait du monde, nous dit National Geographic. Selon certains spécialistes, ce programme est riche en enseignements et pourrait permettre de venir en aide à des femmes et des nourrissons d'autres pays. Je me dis, pourquoi qu'ils disent ça? Ils pensent que nous, en Europe, on n'a pas, ou en France, on n'a pas de lactarium? Un bébé prématuré reçoit du lait maternel conservé à la banque de lait humain de l'Instituto Fernandes Figueira, un hôpital de Rio de Janeiro.
De la vie générale, le Brésil est l'exemple à suivre en ce qui concerne les banques de lait, et ce grâce au programme lancé dans les années 1980. Je ne connais pas ce programme et je découvre cet article avec vous. Ok, j'irai m'informer. Qui allie promotion de l'allaitement, formation à cette pratique et don de lait. Le pays est aujourd'hui à la tête de 228 des 750 lactariums qui existent de par le monde. Pardon 228 sur les 750. Je suis pas très forte en maths, mais ça fait quand même beaucoup. Rio de Janeiro. Le mois dernier, 5 jours après avoir accouché prématurément de son bébé dans un hôpital municipal, Thalita Alves Araujo, mais j'arriverai pas. Araujo, voilà. Lorenzo était assise dans un fauteuil pendant qu'une infirmière... En fait, j'ai un problème, c'est que... J'ai un problème, je vous explique. C'est que l'espagnol, c'est quand même un truc... Je ne dirais pas que je suis bilingue, mais je maîtrise. Et en fait, quand je lis des mots, enfin quand mon cerveau voit, quand mes yeux voient des mots en espagnol, il y a mon cerveau qui essaye de parler en espagnol. J'ai ce switch, cette gymnastique de je vois un mot dans une langue, mon cerveau veut parler dans cette langue. Du coup, des fois, je bégaye parce que comme là, je parle en français, là tout de suite, et mon cerveau, il bug. Donc, pardon. Était assise dans un fauteuil pendant qu'une infirmière l'aidait à tirer du lait dans un bocal en verre. Thalita, qui a 20 ans, a donné naissance à 32 semaines de grossesse. Elle savait que l'accouchement prématuré était probable car on lui avait diagnostiqué une prééclampsie. Au début, son bébé ne pouvait boire son lait que par l'intermédiaire d'un tube, mais après que ce dernier ait acquis la force et la coordination suffisantes pour téter, il s'est avéré que Thalita produisait trop de lait. Alors, en sachant qu'un prématuré, en réalité, peut téter, d'accord ? Alors, tout dépend évidemment de son niveau de fatigue, de comment il est arrivé dans le monde, comment s'est passé l'enfantement, etc. Mais la plupart, en fait, il faut partir sur le principe qu'un bébé allaité, un bébé prématuré peut téter de base. Ensuite, certains cas exceptionnels font que un bébé prématuré ne va pas pouvoir allaiter suffisamment, téter suffisamment pour récupérer suffisamment de force, donc ça va trop vite l'épuiser, ou alors ne va pas pouvoir téter tout de suite. La coordination suffisante, sachez que in utero, les bébés développent en tout premier vers 12 ou 14 semaines, je ne me souviens plus, le réflexe de déglutition d'abord, et ensuite de succion. Ça se suit à quelques semaines. Donc ce sont déjà 2 réflexes qu'il a innés. Par contre, quand on sort, on doit acquérir le réflexe succion, déglutition, respiration. Et c'est le respiration qui... Ou c'est succion, respiration, déglutition. Oui, c'est ça. Succion, respiration. Faut que je le fasse des fois parce que je m'en souviens plus. Succion, respiration, déglutition. Donc il y en a un au milieu, en fait, déjà in utero, il les avait pas dans le bon ordre, il avait déglutition, succion. Là, il faut qu'il les remette dans l'ordre, succion, il faut qu'il en ajoute un respiration et ensuite déglutition. Donc c'est un peu le bordel, il faut qu'il arrive à coordonner tout ça. Effectivement, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui demande des forces. Et ce qui se passe souvent avec les bébés préma qui arrivent à allaiter, ce sont des bébés qui font de très petites tétées très très courtes. Donc effectivement, il faut soit les mettre plus souvent et faire de très courtes tétées pour leur permettre de récupérer quand même et d'arriver à avoir du lait, soit effectivement il faut l'aider un petit peu. Bon, et du coup il s'avère que cette jeune maman produisait trop de lait. L'infirmière l'aidait donc à désemplir sa poitrine, donc à drainer sa poitrine, afin que celle-ci génère moins d'inconfort et afin de faire don du lait excédent. Savoir que mon lait est susceptible de sauver quelqu'un est très important pour moi, confie Thalita. Oui, il faut savoir que les mamans ou les parents qui font du don de lait sont souvent des parents qui ont une très grande confiance en leur corps et qui ont une très bonne estime d'eux parce qu'en plus d'arriver à nourrir leurs enfants, ils arrivent tout simplement à aider d'autres bébés. Et quand on est jeune parent en pleine matrescence, eh bien c'est quelque chose sur lequel on est très sensible et qui nous touche beaucoup. Une jeune mère tient son bébé à l'Institut Fernandez Figueira à l'hôpital de Rio de Janeiro. Le garçon qui est né en sous-poids est nourri à la fois par le lait de sa mère et par d'autres laits maternels issus de la Banque nationale humaine de l'allaitement. Photographie, voilà, les droits sont là. La pénurie de lait en poudre en février 2022. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a une grosse pénurie, mais à travers le monde, de lait en poudre en février 2022 a affecté des familles de nourrissons qui ne parvenaient plus à s'approvisionner en magasin. Mais celle-ci a également eu pour effet de renouveler l'intérêt de dons de lait maternel auprès des banques
de lait ou lactarium qui fournissent ensuite des hôpitaux accueillant des nouveau-nés vulnérables. Il est très intéressant ce passage parce que la pénurie de lait, on se doute que ce sont les grosses marques, les grosses industries de PCN, celles que l'on décrit pour leur marketing depuis un petit moment déjà sur cette chaîne et dans les médias. Et alors, certes, les PCN peuvent être utiles, mais sachez qu'il existe des filières locales. Je parle entre autres pour la France. Il existe donc des filières locales, donc françaises, éthiques, bio, etc. Donc on n'est pas non plus sans rien. Il faut reconstruire ses habitudes, il faut reconstruire sa confiance auprès d'une nouvelle marque, mais on n'est pas non plus sans rien. Mais effectivement, on voit que, hormis les parents qui donnent des PCN, on va vraiment, je suis désolée, vous mettre à l'écart 2 minutes. Hormis les parents qui donnent des PCN, on voit que la pénurie de lait infantile a eu cet effet positif, mais partout dans le monde, de vraiment rebooster l'allaitement et les mises au sein de bébés, tout simplement parce qu'il n'y avait pas le choix. En l'occurrence, on n'avait pas le choix. Et il y a eu aussi une accentuation des dons. Ça veut bien dire que si un jour les PCN venaient à disparaître, on va vraiment partir dans un monde où il n'y aurait plus rien. Eh bien, en fait, il y aurait toujours moyen de nourrir les bébés. Je vous rappelle que il existe des traces qui datent déjà de l'Antiquité de contenants alternatifs, qui ne sont pas nécessairement des biberons, mais de contenants alternatifs qui permettaient de nourrir les bébés avec des laits d'animaux. Alors, je ne dis pas, à l'époque, il n'y avait pas la pasteurisation, etc., etc., etc. D'accord. Mais n'empêche que on avait déjà depuis très longtemps des capacités à nourrir autrement nos bébés. Ou alors, c'était d'autres femmes qui allaitaient le bébé qui en avait besoin. Donc, on a toujours, à travers le temps, trouvé des solutions bien avant que les PCN ne viennent sur le marché. Alors, bien sûr, ne me faisons pas dire ce que je n'ai pas dit. Effectivement, il n'y avait pas de pasteurisation, il y avait beaucoup plus de décès infantiles, je ne dis pas le contraire. Mais n'empêche que, et c'est ça que je veux souligner, on a toujours trouvé des solutions alternatives sans PCN. Voilà. Ok ? Donc là où on nous vend le truc comme indispensable, refaisons des petits pas en arrière. Et à l'échelle de l'humanité, croyez-moi, le Moyen-Âge, c'était il n'y a pas si longtemps, et l'Antiquité, du coup, encore pas si longtemps, eh bien, on trouvait des solutions. Voilà. Et dans le Coran, par exemple, il est écrit que si une maman ne peut pas allaiter son enfant, eh bien, elle peut faire appel à une femme de son entourage pour allaiter le petit. Et pas écrit qu'elle devait donner des PCN. Après, c'est son choix si elle veut, mais en tout cas, voilà ce qui est écrit. Donc, c'est bien que c'est faisable d'un point de vue logistique, c'est faisable d'un point de vue humain, de l'humanité avec un grand H, et c'est faisable d'un point de vue naturel, de la nature avec un grand N. Bref, petite parenthèse faite. De l'avis général, le Brésil est l'exemple à suivre en ce qui concerne les lactariums. Ah bah tu m'étonnes. Et ce grâce à un programme lancé dans les années 1980 qui allie promotion de l'allaitement, formation à cette pratique et don de lait. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que, est-ce que c'est quelque chose que les parents reçoivent quand ils sont genre cours de préparation à l'enfantement et du coup dedans tu as une formation sur l'allaitement ou le don, etc. Je ne sais pas, si jamais vous connaissez et que vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Le pays gère aujourd'hui donc 228 des 850 banques de lait humain qui existent de par le monde. Par comparaison, les États-Unis en possèdent 28. Je ne sais plus combien on en a en France, mais c'est beaucoup plus que ça. On a beaucoup plus de lactarium que ça. Attendez que j'essaie de me rappeler. On a beaucoup plus de lactarium que ça. On en a pas beaucoup plus ? Si, beaucoup plus. On en a beaucoup plus. Combien on a de lactarium en France ? Attendez, je vais regarder. Alors, combien y a-t-il de lactarium en France ? On va regarder ça tout de suite. Ah non, une vingtaine de lactarium. Je pensais qu'on en avait plus. Je pensais qu'il y en avait plus. C'est vrai, il n'y en a qu'une vingtaine. Attendez, on va directement aller sur le site de l'Association des lactariums de France.
Alors, gna 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 gna, il nous donne pas le chiffre. Combien y a-t-il de lactarium, les amis? Ah, mais oui, mais c'est qu'il y a une différence. C'est vrai. J'avais fait une vidéo sur les lactariums. Parce qu'il y a les lactariums à usage interne et les lactariums à usage interne et externe. Donc, c'est-à-dire que ceux qui gardent que pour les enfants au sein des maternités et ceux qui vont en dispatcher un peu partout, il me semble. Je vous conseille d'aller voir le site Association des lactariums de France sur lequel vous aurez bien plus d'informations. Et ce me semble, j'essaie de vous retrouver ça, il me semble que j'ai fait une vidéo sur les lactariums, mais comme quoi je devrais la regarder moi-même parce que j'ai oublié les infos, vous voyez. Bravo, bravo, ça veut vulgariser autour de l'allaitement, puis alors ça oublie tout. Ah ben, tu parles d'une vulgarisatrice, toi. Donc, ceci dit, les États-Unis, qui sont quand même bien plus grands que la France, n'en ont que 28. Qui sont membres de l'Association nord-américaine des banques de lait humain. Okay. En janvier 2022, la France était confrontée à une pénurie. Bah voilà, nous c'était janvier, le Brésil février. De lait. L'association des lactariums de France et l'association SOS Préma avaient lancé un appel aux dons et aux mères pour reconstituer des réserves à la hauteur de la demande. Voilà. Une infirmière aide une femme à tirer du lait dans un récipient pour qu'il soit plus tard à la banque de lait humain de l'Institut Fernandez Figueira pour des bébés ayant besoin d'être nourris. Le programme de banque de lait brésilien est reconnu internationalement. On aurait donc des cours à prendre. Initié à l'allaitement, il allait falloir attendre encore quelques jours que le fils de Talia, forciste assez, donc forcis prenne des forces, pour pouvoir sortir de l'hôpital municipal de Lourenço, Jorge, Maternidad Leila Diniz. Pendant ce temps, Talita faisait des allers-retours entre l'hôpital et son domicile à 30 minutes de là pour pouvoir passer du temps avec sa fille et en plus d'allaiter. L'hôpital est doté d'une salle dédiée à la méthode kangourou. Donc la méthode kangourou, c'est la méthode où on apprend le maternage proximal aux parents, où l'on apprend aux mères à nouer des liens en tenant les bébés à la verticale, à même la poitrine, et à commencer à allaiter. Les mères ont à disposition un lit, des repas et de quoi laver leur linge. L'hôpital réserve un nombre restreint de places au séjour de nuit. Ah ouais, donc c'est vraiment tout un complexe que nous, on n'a pas du tout en France. Hein. Vous imaginez ça? Imaginez en France un petit peu, hein? Tout un dispositif comme ça, avec des lits, des repas, tu peux laver ton linge, tu peux être avec ton bébé la nuit, etc. C'est incroyable, effectivement. Il y aurait des lactations, des mises en route de lactation de bébés préma qui seraient beaucoup moins stressantes pour beaucoup de parents. Hein. Je vous rappelle que des fois, dans les maternités, c'est des chaises comme ça, hein, sur lesquelles vous vous asseyez pour tirer votre lait. Les tire-laits ne sont pas forcément adaptés. Enfin, si ça vous est arrivé, témoignez en commentaire, parce que je me souviens que j'ai eu beaucoup de témoignages à ce propos, d'inconfort, de matériel pas adapté, d'équipes pressantes, stressantes, qui ne savaient pas y faire, qui n'étaient pas formées. J'ai vraiment eu beaucoup de retours assez désagréables en ce qui concerne l'allaitement de préma dans les maternités. Alors que les mamans, par exemple, qui vont exprimer chez elles pour faire des dons de lait sont beaucoup plus tranquilles. Elles peuvent s'installer dans leur petit coin d'allaitement. Elles sont beaucoup plus posées et mentalement et physiquement. Et du coup, l'expression de lait est d'autant plus facile, quoi. Ah ouais, j'imagine bien ça en France, mais on n'y est pas encore. De plus en plus d'hôpitaux du monde entier militent pour que l'allaitement commence presque aussitôt après la naissance d'un bébé, mais cela est bien plus difficile pour ceux qui souffrent de problèmes de santé. Et on fait ce qu'on peut. Nombreux sont ceux qui accusent un retard d'allaitement et les mères ne sont pas formées à maintenir leur production en attendant. Alors, les mères ne sont pas formées, enfin bon, excusez-moi, mais en France, certaines structures n'aident pas non plus, hein. Concrètement, quand on vient la nuit, quand t'es super mal, avec le petit complément en te disant, en te faisant les yeux doux et tout, non, enfin, je trouve l'article formulé de façon culpabilisante pour les parents. Je comprends qu'il n'y ait pas de formation faite aux parents, puisque je vous l'avais déjà évoqué quand j'étais enceinte de Mochi, effectivement, et que j'ai voulu parler d'allaitement pendant les cours de préparation à la naissance. Ça a été clairement survolé, on y a passé 5 minutes, tout ça parce qu'il ne fallait pas peiner les autres qui voulaient des informations sur les autres façons de nourrir leur bébé, mais donc clairement, c'était pas de notre fait, en fait. Je trouve quand même, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être c'est moi, mais je trouve que l'article est tourné de façon un chouille culpabilisante pour les parents. Je trouve, peut-être je me trompe. Hein.
Ce qui peut poser des problèmes dans les pays où la qualité de l'eau rend le nettoyage des bouteilles risqué et où le lait en poudre est trop cher pour beaucoup de personnes. On en revient aux bêtises que peuvent faire certains gros groupes de PCN. Donc là, on a des pots, on nous montre des pots recyclés contenant du lait maternel congelé et pasteurisé, collecté auprès des donneuses afin de nourrir des nouveau-nés vulnérables. Le programme brésilien de banque de lait a été initié dans les années 1980 et sert désormais de modèle à de nombreux pays. C'est marrant, est-ce qu'on voit... Non, on voit pas... Non, il y a pas... C'est pas nominatif. D'accord. Je sais pas à quoi correspondraient les chiffres. On voit 5, 12, 5, 12, 5, 12. Est-ce que c'est des... Valio, je pense que c'est valable, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dans la salle kangourou, nombreuses sont les mères qui ont plus de lait qu'il n'en faut pour leur bébé et qui se voient proposer d'en donner. Même lorsqu'elles quittent l'hôpital, le processus de don de lait reste simple car les lactariums des hôpitaux envoient des professionnels à domicile des donneuses pour y déposer des bocaux en verre et les récupérer quand elles terminent. Alors ça, c'est le même principe qu'on a ici en France, ça se passe exactement de la même façon. Le lait est ensuite pasteurisé, dépisté et étiqueté selon sa valeur calorique, ok, et son acidité notamment. Ok. Peut-être les informations qu'on voyait sur les bouchons du coup. Selon les besoins, le lait maternel d'une mère célibataire est attribué à un bébé dont le personnel hospitalier considère qu'il est le meilleur candidat pour le recevoir. Alors comment est-ce qu'il détermine ça? Est-ce qu'il y a des prélèvements qui sont faits en fonction de l'état de santé de l'enfant? Est-ce qu'il a besoin de plutôt grossir? On va essayer de privilégier un lait plus calorique. Est-ce qu'il a besoin d'être réhydraté? On va privilégier un lait peut-être plus hydratant. C'est intéressant, j'aimerais bien savoir comment ils s'y prennent. Ah bah, voilà. En même temps, si je lisais jusqu'au bout, c'est de ma faute, hein. Par exemple, s'il y a un bébé qui doit prendre du poids, on est susceptible de lui attribuer un lait plus riche, ok, en calories, tandis qu'un bébé avec des carences en calcium dans le sang pourrait bénéficier d'un lait à l'acidité faible. Ok, d'accord, donc c'est fait en fonction effectivement on étudie le bébé, on fait des prélèvements, etc. Et on voit dans quel état de santé il est et quels sont ses besoins. Franchement, c'est génial. Est-ce que ça se passe comme ça dans les lactariums en France? J'aimerais le savoir, enfin dans les maternités en France, dans les services de prématurité, j'aimerais vraiment savoir si le lait est donné en fonction des besoins de l'enfant et si du coup il y a des prélèvements de fait, s'il y a des choses des choses de fait pour évaluer les besoins du bébé et en fonction lui donner le lait qui lui est totalement adapté, quoi. La principale différence de ce modèle par rapport aux autres pays est le soutien du gouvernement. Ah bah ouais. Et le fait que l'aide à l'allaitement aille de pair avec la création de lactarium. Ouais. Donc eux, à mon avis, ils ont dû ratifier l'entièreté du code international de commercialisation des substituts au lait maternel. Ça, je pense. Donc explique une dame qui s'appelle donc Danielle Aparecida da Silva, la directrice technique du réseau national brésilien des banques de lait humain. Une professionnelle de santé place un bocal en verre rempli de lait maternel dans une glacière pour le transporter à l'institut. La pénurie de lait en poudre qui a débuté en février 2022 a affecté des familles de nourrissons qui ne parvenaient plus à s'approvisionner en magasin, mais elle a également eu pour effet de renouveler l'intérêt pour le don de lait et même de renouveler l'intérêt pour l'allaitement tout court auprès des banques de lait qui fournissent ensuite les hôpitaux et accueillent les nouveau-nés vulnérables. Alors, comment le Brésil a lancé son programme de lactarium? À la fin des années 1970, le Brésil avait un système semblable à celui des États-Unis dans lequel l'aide à l'allaitement à l'hôpital était indépendant du travail de collecte. Ok, c'était vraiment deux pôles. Je ne sais pas si c'est deux pôles en France. À cette époque, João Aprígio Guerre de Almeida, monsieur, il y a vraiment beaucoup trop de prénoms, trop en fait. João Aprígio Guerre de Almeida. Bref, beaucoup trop. Était un jeune chercheur en biologie médicale. On va dire que c'est João, d'accord? Et s'intéressait à des méthodes de collecte et de conservation du lait. Il s'est aperçu que les procédés mis en place par les 3 lactariums du pays posaient de graves problèmes de contrôle qualité. Ah, c'est embêtant. La mode était à l'allaitement et João n'a pas tardé à se retrouver en charge du programme brésilien de développement des lactariums. En 1986, l'année où je suis née,
Il a été établi un nouveau modèle. Tout d'abord, il était meilleure année de toute façon. Tout d'abord, il était important que le lait provienne uniquement de dons pour que les femmes ayant du lait ne soient pas incitées à négliger leur propre bébé. Oui, d'accord. Excusez-moi, la phrase a eu du mal à monter. Afin que les réserves restent stables, il était logique de combiner la promotion de l'allaitement et la collecte de lait maternel. Ok. En outre, Huao a découvert que ce qui coûtait le plus dans la gestion d'un lactarium était l'acquisition de produits en verre de classe médicale permettant de conserver le lait, environ 85% du budget. Il a donc préféré opter pour des récipients alimentaires reconditionnés tels que des pots de mayonnaise ou de café qui étaient tout aussi sûrs et pouvaient être récupérés. Bah oui, ça reste des pots en verre au final, effectivement. Au lieu de machines de pasteurisation étrangères, il s'est également mis à employer des équipements de laboratoire produits localement permettant de tester la nourriture. Bah oui, il n'y a rien de mieux que le local. Hein. Ces derniers étaient moins coûteux et pouvaient effectuer les mêmes opérations afin de déterminer la valeur nutritionnelle du lait. Bah effectivement, pourquoi s'enquiquiner à dépenser des sous et des sous dans des machines étrangères qui coûtent la peau des fesses, là où on peut utiliser les ressources locales et donc aussi générer des ressources locales et payer les gens, etc. Enfin oui, c'est carrément un cercle vertueux en fait. Au fil du temps, de plus en plus de lactariums ayant recours à ce système ont ouvert et bénéficié de publicités à la radio et à la télévision. Ces centres, situés dans des hôpitaux, sont devenus des endroits où l'on pouvait stocker son lait après l'avoir tiré pour s'en servir plus tard. Avant que les entreprises commencent à avoir leur propre lactarium, il y avait également des centres de collecte où l'on pouvait déposer son lait maternel. Ok. Dans certaines villes, l'État n'avait pas assez de voitures pour se rendre au domicile de toutes les donneuses, donc les lactariums travaillaient avec les pompiers qui avaient appris à stocker le lait en toute sécurité. Génial. Les facteurs ont également été mobilisés pour la promotion de l'allaitement. Mais c'est ouf. Ils savaient quelles femmes, au cours de leur tournée, étaient enceintes et étaient susceptibles d'avoir besoin d'informations sur l'allaitement. Mais oui, tellement, tellement, tellement. Nous, notre facteur nous avait offert une peluche pour notre fils parce que bah, forcément j'étais enceinte, notre voisin des cerises, et quand j'ai eu Mochi, une fois j'ai ouvert en oubliant d'avoir fermé ma chemise au facteur. Je vous laisse imaginer la scène. Ce à quoi il a juste eu un petit regard vers le bas en disant, et en remontant très rapidement en disant, votre chemise est ouverte. Et j'ai été toute confuse, il me dit, ne vous inquiétez pas, ma femme vient d'accoucher et elle allait aussi. Voilà, donc ça m'a déculpabilisé d'un coup en mode désolée, je n'essayais pas d'attirer le chaland, hein, c'est juste que pouf, j'avais oublié. Donc on a beaucoup ri, et c'est une anecdote parce que c'est toujours le même facteur depuis toutes ces années et on a beaucoup ri. Mais effectivement, c'est une super idée que de mobiliser ce genre de personnes qui sont effectivement très proches des gens dans les villes et les villages et qui effectivement vont être au fait nécessairement de ce genre d'informations. C'est évident. Je trouve ça génial comme idée. C'est fou, j'adore. Enfin, c'est fou. Non, c'est pas fou. C'est tellement logique en fait. C'est d'une logique tellement simple que je comprends pas que ce ne soit pas fait partout dans le monde en fait. Et les pompiers, pareil. C'est tellement évident. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, entre 1990 et 2015, le Brésil a réduit son taux de mortalité infantile chez les enfants de moins de 5 ans de 73%. Et ce, sans intervention de PCN qui voudrait nous faire croire que c'est eux la solution. Notamment grâce à ce programme, mais aussi grâce à d'autres efforts visant à accroître la couverture vaccinale à l'aide financière apportée aux familles à faible revenu. Selon Fiocruz, première fondation de recherche biologique du pays, si le réseau de lactarium du Brésil est renommé, il n'est toutefois en mesure de subvenir aux besoins que d'environ 60% des bébés prématurés et en sous-poids à la naissance. Ce qui est déjà un chiffre très honorable. Mais je comprends que on voudrait réussir à en faire plus. C'est tellement compréhensible. S'il existe une boussole éthique pour les banques de lait, la flèche indiquerait le Brésil, affirme Summer Kelly, tout juste désignée présidente de la HMBANA, donc qui est, on l'a vu tout à l'heure, ce petit acronyme que je remonte, ça signifie, attendez parce que même moi je crois que je l'ai oublié, où est-ce qu'on l'a vu ? On l'a vu, mais je me souviens plus. Je me souviens plus où on l'a vu. Bon, on l'a vu cet acronyme hôpitaux, banque
je sais plus. C'était dit plus haut. Bref, vous revenez en arrière sur la vidéo et vous allez forcément le retrouver. Les forces sans relâche des lactariums brésiliens en faveur du soutien aux mères qui allaitent et en faveur de leur protection inspirent et stimulent d'autres lactariums dans le monde. Si tant est qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et que les politiques arrêtent de se faire graisser la patte. Servir de modèle à d'autres pays. En obtenant une reconnaissance internationale, les lactariums brésiliens ont incité d'autres pays à travailler avec le Brésil pour mettre en œuvre des programmes similaires. De nos jours, la plupart des pays d'Amérique du Sud ainsi que Cuba, la République dominicaine, le Cap-Vert, le Mozambique et l'Angola ont créé des lactariums en s'inspirant de ce modèle. Notez qu'on n'est pas cité dedans, les gars. PATH est une organisation de santé internationale, a également collaboré avec des pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud, le Vietnam et le Kenya pour mettre en œuvre des programmes d'allaitement dérivés du modèle brésilien. Au Kenya, par exemple, le premier lactarium d'Afrique de l'Est a été fondé sur un modèle exhaustif. Il permet d'allaiter et est une adaptation de l'approche brésilienne au contexte local. Génial. Quand nous travaillons dans un pays, c'est surtout sur la base de ce modèle que nous œuvrons avec les gouvernements pour implanter un lactarium, explique Kirsten Israël Ballard, chef d'équipe du programme Nouveau-né santé infantile et nutrition mis en place par la PAT. Si vous donnez la priorité au lait de la donneuse, mais que vous n'aidez pas la mère, ce n'est pas viable. Ah oui, on a un déséquilibre. La priorité, c'est qu'on leur fournisse de l'aide pour allaiter et que cela devienne une solution à long terme. Et oui, on apprend à pêcher et on ne pêche pas à la place de l'autre. Et quand on apprend à pêcher, on apprend à la personne à se nourrir et à se débrouiller. Pour Anna Clara Benevenuto Matos de Andrade, encore beaucoup trop de mots dans ce nom, Anna Clara. Le don de lait est en quelque sorte devenu une tradition familiale. Il y a plus de 20 ans, son frère a été hospitalisé alors qu'il n'était encore qu'un nouveau-né et leur mère a fait don de lait dans un lactarium tout en recevant l'aide pour apprendre à le nourrir. Quand Anna Clara s'est retrouvée avec un excédent de lait après la naissance de son propre enfant, elle a décidé d'en faire don également. Cela fait 4 mois qu'elle envoie chaque semaine des bouteilles de lait au lactarium de Núcleo Perinat de l'Hospital Universitario Pedro Ernesto de Rio de Janeiro. Malheureusement, quand les bébés sont hospitalisés, il y a des mères qui n'ont pas les moyens de se rendre à l'hôpital tous les jours pour nourrir leur bébé. C'est aussi la réalité de nombreuses familles au Brésil, déplore-t-elle. Je ressens un besoin de venir en aide à ces mères et à ces bébés. Ce reportage a été en partie financé, donc voilà, après il nous donne les fonds, etc. Ok. Mais je trouve cet article fort intéressant et je trouve que même si on a déjà un très bon service de lactarium en France, je ne sais pas ce que vous pensez du service de lactarium en France, je trouve que c'est quand même qu'on pourrait upgrader, on pourrait faire encore mieux, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'effectivement nous on donne, mais je crois que quand même les collecteuses de lait prennent le temps quand même de fournir de l'information. Il me semble que c'est ça. Elles prennent quand même le temps de fournir de l'information aux parents allaitants quand elles viennent collecter le lait, etc. Je pense que vraiment elles prennent ce temps-là. Je ne sais pas si toutes le font, je ne sais pas si ça se fait partout. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de collecteuses et en tout cas elles font beaucoup de kilomètres pour récupérer le lait des parents allaitants. Je pense que on fait beaucoup d'appels aux dons de lait, mais qu'on n'explique pas ce que c'est et qu'on explique... Enfin, quand on commence à allaiter, sincèrement, est-ce que quand vous avez commencé à allaiter, vous avez tout de suite entendu parler du don de lait? Est-ce que ça a été comme une évidence, on vous l'a dit de suite, etc., etc. Comment vous avez entendu parler du don de lait? Moi, sincèrement, j'arrive pas à me souvenir comment j'en ai entendu parler. Si, je sais. J'en ai entendu parler en assistant à une réunion d'allaitement à la maternité qui était animée par notre collecteuse de secteur, que je salue bien parce qu'elle fait un travail formidable. Et c'est là que j'ai entendu parler du don de lait. Avant ça, je n'en avais jamais entendu parler. C'est-à-dire qu'on devient, même ça, en cours de préparation à la naissance, on ne nous en parle pas. C'est incroyable. Enfin, je ne sais pas si vous, d'ailleurs, mettez-le en commentaire, est-ce qu'on vous a parlé du don de lait
quand vous avez enfanté ou quand vous avez fait vos cours de préparation à l'enfantement. Vraiment, c'est une vraie question. Est-ce que c'est des informations que vous avez eues en amont pendant votre grossesse? Est-ce que c'est des informations que vous avez eues au moment où vous avez enfanté, dans les quelques jours où vous étiez à la maternité, parce qu'on vous a vu allaiter votre petit ou petite? Est-ce que c'est des informations que vous avez eues bien plus tard? Comment vous les avez eues? Par des professionnels de santé, par d'autres mères, en réunion, sur les réseaux? Vraiment, j'aimerais avoir ces informations, j'aimerais savoir ce qu'il en a été pour vous, parce que moi, vraiment, ça a été très tardif. Et en fin de compte, on s'aperçoit que, donner son lait, si on le peut, bien sûr, attention, si on le peut, si on le veut, et on ne culpabilise pas ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas le faire. À titre personnel, je n'ai pas pu le faire, je fournissais ce qu'il fallait pour mes enfants, et visiblement mes seins n'étaient pas du tout d'accord, j'ai jamais supporté les tire-laits, enfin, j'étais en désamour total pour ces appareils, donc je n'arrivais pas à exprimer, hormis à la main, mais j'ai découvert ça encore tellement plus tard que je n'étais plus dans les critères pour donner mon lait, alors que je l'aurais vraiment bien fait avec beaucoup de plaisir, mais du coup je ne rentrais plus dans les critères quand je l'ai découvert, à mon grand désespoir. Donc voilà, comment vous l'avez appris, vraiment, ça, on peut débattre de ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à améliorer pour celles qui donnent déjà leur lait? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à améliorer sur le fonctionnement en France? Est-ce que vous trouvez qu'on trouve suffisamment d'informations sur le don de lait en France? Bref, on discute de tout ça dans les commentaires. Je vous y attends, nombreuses et tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle actu à l'été. Et en attendant, passez une bonne journée pleine de lait. Ciao!